Simplement, je voudrais remercier Serge Gratton d'être venu participer à notre conférence. Si vous voulez dire un mot, c'est avec plaisir que je passe le micro. Peut-être dire quelques mots sur un événement dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le AI Action Summit. Donc c'est le sommet on peut dire international de l'IA, c'est un peu le GIEC de l'IA. Et donc c'est un sommet qui va avoir lieu au début du mois de février. Donc de mémoire, je crois que c'est le 10 et le 11 février à Paris, au Palais de la Découverte. Et donc le 10, il va y avoir normalement les chefs d'État de 60 pays qui vont s'y retrouver, avec aussi ce qu'on a un petit peu mentionné aujourd'hui, c'est-à-dire les grands patrons des sociétés qui sont extrêmement actives en IA. Et donc c'est un sommet important parce que vous savez que l'Europe est en train cherche toujours une position un petit peu d'équilibre entre la production d'algorithmes qui sont extrêmement puissants mais qui sont durs à contrôler, et une régulation très importante qui empêcherait tout progrès d'avancer et qui mettrait plutôt l'Europe en difficulté. Et on sait très bien que réguler trop, empêcher l'utilisation de l'IA à l'école ou dans les rédactions, c'est pas une très très bonne idée, parce que on sait que beaucoup de gens vont simplement l'utiliser parce que c'est très très efficace, et donc il faut arriver à trouver les points les plus importants sur lesquels on n'a pas envie de transiger. Et être au courant, bien sûr, anticiper les risques que court la société si l'utilisation est très débridée. Donc on envisage un petit peu ce sommet comme le GIEC de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire peut-être qu'il va y avoir des recommandations sur ce qu'on n'a pas envie de voir arriver. Alors c'est des recommandations qui sont importantes, mais on sait aussi qu'on sera à armes assez inégales avec le gros pays qui est la Chine, où là, eh bien, les données sont massives et elles permettent de faire des choses qui sont encore plus impressionnantes que ce qu'on voit ici, simplement parce que les bases de données, l'information appartient au gouvernement, qui a le droit de filmer en permanence, qui a le droit d'avoir des données de santé de tout le monde, qui a le droit d'avoir les rentrées financières de tout le monde aussi, et qui note les citoyens en fonction de leur comportement social. Donc on sait aussi que eh bien il faut garder un œil sur ce qui se passe ailleurs et qui va aussi échapper au contrôle. Mais je pense que c'est quand même louable qu'on lance cette réflexion lors du sommet. Et en fait, la position européenne n'est même pas unique sur ce sujet, et même au sein de notre gouvernement, certains comme notre présidence sont pour une utilisation massive et débridée de l'intelligence artificielle, une création de valeur qui est très très forte, et par contre, d'autres, et notamment ceux qui étaient derrière l'AI Act, qui donc tente de fixer des limites à l'utilisation de l'IA, eh bien d'autres pensent qu'il faut davantage réguler. Donc je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement ces équilibres, ces personnes qui pensent différemment l'IA, et derrière tout ça, peut-être et ça a été aussi évoqué aujourd'hui, pour moi vraiment le point important sur lequel on est extrêmement vigilant, c'est la formation, en fait, la formation des gens qui vont venir sur le marché du travail. On a dit que l'IA permet d'accélérer, c'est vrai, ça permet d'accélérer plein de choses,
mais ça permet d'accélérer pour ceux qui savent l'utiliser. Et beaucoup de gens ne savent pas l'utiliser, et donc là c'est le fossé. Et donc qu'on soit extrêmement vigilant à ceci, voilà. Et en fait, je suis impliqué dans un institut qui s'appelle ANITI, qui est donc un institut toulousain d'intelligence artificielle, et on a une action très forte au niveau de la formation, bien sûr au niveau le plus proche de la recherche, mais pas uniquement. On est aussi soucieux de ce qui se passe au niveau aux premières années de fac, et même au niveau du lycée. Et on aime beaucoup rencontrer les gens. C'est pour ça que je tiens à vous remercier pour l'occasion, la deuxième occasion que j'ai de venir ici et de vous rencontrer. Voilà, donc je voulais juste vous dire quelques mots sur ce sommet. Donc, vous pouvez aller voir sur la page AI Action Summit et vous trouverez un petit peu d'informations. Je dis un petit peu parce que c'est un événement qui est important, vu notamment les participants, mais par contre tout le monde est extrêmement en retard sur l'organisation. C'est presque c'est impressionnant ce qui se passe, et c'est notamment lié à ce qui s'est passé au sommet de l'État. C'est-à-dire que on n'a pas eu un ministre en charge du sujet et qui a pu voir et qui a pu déployer son effort sur plusieurs mois. Et donc on possède partout, mais par contre on est tous très très mobilisés. Donc ça c'est quelque chose que je vois là les dernières semaines. Les collègues des autres grandes villes sont très très mobilisés pour que ça se passe bien malgré la préparation qui est un petit peu tard. Alors c'est ainsi que grâce à l'appel de Serge Gratton, qui est directeur scientifique à l'ANITI, j'ai oublié de dire de façon précise, on peut participer dans cet aspect de conférence préparatoire à ça s'appelle déjà l'AI Action Summit. l'AI Action Summit, qui va se dérouler donc au mois de février. Donc on est partie prenante un peu pour notre petit effort dans cet aspect d'information et de formation que tout le monde ressent vers les générations montantes. Les journalistes l'ont dit tout à l'heure, et c'est effectivement un des points importants, c'est que les jeunes abordent tout ça de façon forte et avec une bonne attention du problème. Non pas comme des jeux où on comprend rien dedans. Enfin, souvent ils utilisent ça. Voilà. Et alors par rapport au sujet, chez nous il y a quelque chose qui est assez présent. Je sais pas si c'est présent dans vos professions, c'est le risque d'uniformisation, c'est-à-dire que finalement avec peu de compétences on va pouvoir faire des choses. Vous en avez beaucoup et vous avez fait des choses très très remarquables, mais avec peu de compétences on est capable d'écrire en anglais, d'écrire et des beaux textes, et en fait à la manière d'eux, c'est-à-dire que on peut aussi faire du transfert de style, et même ce qui a été évoqué aujourd'hui, c'est l'originalité. Et bien même l'originalité, il y a des prompts par exemple qui permettent de faire des tweets qui sont de très très bonne qualité, tout simplement parce que dans le prompt on va mettre des quantités importantes de tweets qui sont d'excellente qualité. Et en fait, lorsqu'on pose une question à une intelligence artificielle, on ne sait pas exactement est-ce que c'est quelqu'un qui serait marqué sur certains côtés de l'échiquier politique, est-ce que c'est quelqu'un qui serait d'une certaine profession, et donc il y a un aspect agent qui est en train d'émerger dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on voit un intérêt à avoir des systèmes qui vont être d'un certain type, qui vont être très marqués d'un certain côté, et de faire collaborer éventuellement ou pas ces agents. Mais je trouve qu'effectivement cette idée de lorsqu'on n'est pas dans du raisonnement mathématique pur et dur, et là il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Avant les systèmes se trompaient sur des questions très très naïves, et maintenant en fait elles vont faire appel à des systèmes formels pour dire des choses qui sont correctes, mais
Mais au-delà de ça, c'est lorsqu'on fait de l'analyse sur des sciences humaines et sociales, par exemple, eh bien, c'est plutôt un corpus de pensée qui nous mène à anticiper certaines choses. Et donc, arriver à faire ça au niveau de l'intelligence artificielle, c'est pas évident parce que actuellement, on a plutôt tendance à faire à ingérer des bases de données qui sont assez agnostiques de l'origine de pensée de tout ça. Donc je pense que c'est un point, mais ça c'est à nouveau c'est quelque chose qui est techniquement pas infaisable de dire qu'on va alimenter un agent pour qu'il ait plutôt une pensée de droite, par exemple. Il faut qu'il soit certifié. En fait, on arrive à certifier des systèmes très simples. Il y a des choses qui volent même sur des avions, des choses très très simples, et les avionneurs veulent pas nécessairement communiquer sur ce qui vole et qui est de l'intelligence artificielle, mais c'est des choses qui sont en général très très simples. Et un outil très compliqué comme ChatGPT, ça par contre certifier son fonctionnement même dans une certaine gamme d'applications. Ça c'est beaucoup plus compliqué. Mais en fait, peut-être que ces outils, ils sont un petit peu trop foisonnants. Et donc ça c'est une autre piste. On les entraîne pour qu'ils sachent faire un tas de choses et on met beaucoup de choses dedans. On a le modèle sous-jacent, c'est aussi un monstre qui coûte très cher à l'entraînement et faire des choses plus spécifiques. On pourrait davantage on pourrait s'engager plus dans une phase de certification. Ce serait peut-être une voie parce que je ne sais pas si ça a été évoqué ici, mais ces systèmes sont extrêmement gourmands en énergie en fait, et on va pas passer à l'échelle nécessairement si tout le monde se met à utiliser ces outils de chat. Et moi, il y a une information, je ne sais pas si vous l'avez si vous l'avez vu passer, mais qui m'a vraiment surpris. C'est l'annonce du nouveau GPT qui va sortir. Vous avez nécessairement vu donc le remplaçant de GPT-4 et GPT-5 et pour lequel donc c'est un modèle qui est encore plus gourmand que GPT-4 et le prix du modèle le plus élevé d'une requête ce serait 1500 €. Donc, et pourquoi? Parce que c'est un modèle gigantesque et qui va nécessiter beaucoup d'énergie, qui a nécessité beaucoup d'énergie à sa création et qui va nécessiter aussi beaucoup d'énergie dans sa phase d'inférence. Et ça, c'est un modèle qui a été mis au point pour résoudre des questions mathématiques difficiles qui sont de l'ordre de la recherche. Donc ça, c'est un autre point important, c'est qu'on a fait vraiment beaucoup de progrès dans le domaine des mathématiques et de la logique. Et donc ici, 1500 € pour résoudre une question très très difficile. Et peut-être que avec cet objet-là, on pourrait craquer des problèmes qui résistent actuellement à l'humanité. Mais avec un coût qui est tellement gros que donc OpenAI dit ne pas vouloir nécessairement commercialiser. Donc c'est un monstre qui existe, qui a été créé, mais qui sera pas nécessairement commercialisé ou pas sous sa forme la plus gourmande. Et il y aurait peut-être une version mini avec à nouveau quand même un coût très cher. Il a été question de la version mini accessible avec un abonnement de 200 € par mois. Donc c'est plus que les 20 € actuels, mais donc on va aller. Il existe des choses que peu de gens ont manipulées actuellement et qui sont encore bien plus puissantes que ce qu'on voit actuellement. Pardon. Bien. J'aurais pas dû. Non, c'est bien. Super. Bon, merci beaucoup en tout cas de ce que vous avez apporté et de vos indications sur l'évolution de l'IA. C'était précieux pour tout le monde. Merci encore.